Merci Eric, merci au Sémafroid pour cette invitation et donner l'occasion à la ZIRCOM de présenter un petit peu ses travaux au niveau européen. Je vais essayer de respecter le timing, je vais être peut-être un tout petit peu long, mais j'ai quand même un certain nombre de choses à essayer d'exprimer ce matin sur ce choix des alternatives à terme, sur les flux d'apport GWP et surtout essayer de limiter cette prolifération qui nous pose des soucis techniques. Alors le programme il va être assez rapide. Ça va être, on a recréé en fait un groupe de travail en 2014 et on avait une segmentation qui permettait d'avoir une approche par secteur d'activité ou segment ou sous-segment. Et on a retravaillé cette segmentation en accord avec les éléments de la F-Gaz. C'est un outil qui nous a permis de prioriser un petit peu nos choix et notre approche. Les challenges techniques des compressoristes, eh bien, ils restent valables et vous verrez qu'il y en a encore un certain nombre à traiter. C'est une approche assez transversale qu'on essaye de mener. Et puis on essaye de bâtir un scénario pour essayer de limiter la prolifération de solutions à terme. Alors on est habitué à un certain nombre de challenges depuis les années 90 avec l'abandon des CFC. Aujourd'hui on est sur les émissions de gaz à effet de serre et les fameux GWP. On espère qu'on passera à des choses un peu plus techniques dans le futur sur les améliorations d'efficacité énergétique et des choses un peu plus pointues. En tout cas on en est là dans le timing. Et voilà. Donc cette F-Gaz vous la connaissez tous, il y a un certain nombre d'interdictions. Ce qui est très important et ce qu'on a surtout mis en évidence après la lecture commune au sein de la ZIRCOM, c'est qu'il y a une échéance clé finalement, c'est 2018, qui va commencer à nous poser souci. Donc on a un peu de temps devant nous, on n'en a pas trop, mais c'est plutôt ce mécanisme de phase down qui est très important pour nous et je pense pour l'ensemble de l'industrie, puisqu'elle nous laisse un peu de temps devant nous. Hein, l'horizon, c'est 2030, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, c'est pas... Donc il nous faut un peu ce temps d'adaptation et vous verrez pourquoi plus tard. Alors la segmentation, un outil de priorisation, je l'ai dit dans le titre. En fait, il y a des études qui ont été faites à l'origine de l'F-Gaz par l'organisme qui s'appelle SKM Enviros, qui partait de 43 segments. Donc c'est ingérable, on est dans un niveau de détail trop important. Nous avions nous-mêmes une segmentation donc, au sein de la ZIRCOM pour comprendre un peu mieux les secteurs. Et on a ramené cette segmentation à 18 pour essayer de mieux atteindre les objectifs qui nous sont imposés. Alors on a fait des tables comme ça, on a fait un certain nombre, on a fait des groupes de travail assez compliqués. Vous imaginez qu'on est tous un peu sur des secteurs d'activité différents au sein de l'Europe et des compressoristes. Et puis on a regardé par une classification des fluides à GWP, des fluides disponibles à l'époque, comment on pouvait basculer, on verra de la table du bas, vers une table intermédiaire, et ça jusqu'à l'horizon 2030. Donc on a fait ce gros travail pendant un certain temps pour essayer de voir comment allaient se présenter les mouvements, et surtout avec une vue harmonisée, ce qui n'est pas le plus simple. Voilà, donc très rapidement, cette segmentation, c'est un support. Et puis on a un certain nombre de challenges techniques qu'on est en train de classifier. Alors les smileys ne sont pas définitifs. On a ce groupe de travail donc, sur les fluides qui a été initié en 2014. Il n'est pas terminé, on essaye de lister un petit peu les points clés qui restent à traiter à ce jour. On a beaucoup fait du marketing, on a un certain nombre de molécules disponibles aujourd'hui, mais tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ça. C'est quid des résultats et des essais de performance sur l'ensemble des produits, des technologies. On estime que c'est vert avec quelques restrictions. Les données sur les fluides, les bases de données communes ne sont pas là. Aujourd'hui, vous avez un producteur de fluides qui vous propose des données thermodynamiques qui ne sont pas les mêmes qu'un autre et vous avez des écarts dans les mesures de performance. Et au final, on essaye d'harmoniser. Alors je vous en reparlerai un petit peu. On a fait un travail avec les producteurs de fluides pour essayer d'avoir des tables communes et vous comprendrez que ce n'est pas simple puisque chacun veut garder ses petites spécificités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quels seront les efforts à faire pour la reconception. Vous avez des fluides qui produisent 20% de moins en production frigorifique. C'est tout de suite une cylindrée supérieure, un compresseur différent. Et donc tout ça, c'est quels sont les efforts et l'évaluation des efforts à faire, que ce soit pour le neuf ou l'existant. Et on va essayer de garder cette dualité jusqu'au bout parce que ce n'est pas la même approche. La lubrification, c'est évidemment clé. On n'a absolument pas abordé le sujet de la lubrification. C'est essentiel pour la fiabilité. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quelques soucis avec les huiles existantes. On nous dit que tout fonctionne bien. Les seuls qui valideront les produits demain sont les compressoristes. Et ils diront c'est compatible,
c'est quoi quelle viscosité, quel type d'huile. Et ça, les travaux sont en cours pour évaluer tout ça. Mais en tout cas, rien n'est réglé, donc c'est pour ça que c'est orange. L'inflammabilité, c'est évidemment un sujet important. Les fluides, les molécules ou les mélanges qui nous sont proposés sont tous inflammables ou moyennement inflammables. Et il faudra pouvoir aborder ça avec sérénité, puisqu'on n'aura pas bien le choix, et avec certaines limites de charge. Sécurité d'usage, qualification du personnel, formation, c'est vert, c'est pas forcément vert. C'est sûrement un souci. Il a fallu qu'on mette quelques pastilles un peu comme ça, mais je peux vous garantir que ça ne l'est pas. Il faut que les technologies soient disponibles, il faut que les normes soient en place et il faut que les gens soient formés. Donc c'est les trois axes essentiels sur lesquels on va essayer de faire. L'Azercom n'a pas trop d'impact sur la formation, bien évidemment, mais on y veille énormément parce qu'il faut que les personnels soient à même de travailler sur des fluides soit à très forte pression, soit des fluides légèrement inflammables. C'est une nouvelle ère pour les frigoristes. Sécurité d'usage, je viens d'en parler. Qualification des gammes, évidemment, il faut pratiquement 24 à 36 mois pour qualifier des gammes complètes. Donc, vous comprenez cette notion de temps qui est essentielle. On a un impact sur les systèmes avec le fameux glide. Je reviendrai dessus tout à l'heure avec deux petits transparents. Et puis, l'impact économique, c'est la disponibilité. Aujourd'hui, on a une centaine de fluides possibles, lesquels seront disponibles aujourd'hui et seront disponibles demain. Donc on a un groupe de travail qui va se mettre en place, on fonctionne comme ça, on réunit des experts, on demande ceux qui sont volontaires, et puis on fait un petit groupe de travail qui va travailler essentiellement sur des critères techniques. On ne veut pas faire de notion de prix, tout ça, on ne veut pas en entendre parler, on va essayer de lister des critères en essayant de s'entendre sur lesquels sont les plus communs pour définir des priorités. Alors on en est là en fait, le seul programme international d'évaluation des molécules, c'est le programme AREP aux États-Unis par l'Association américaine de la réfrigération. Il y a eu deux phases, il y a une phase 1 qui a donné des résultats en 2014 avec un certain nombre de molécules possibles, et la deuxième phase vient de se terminer en fin 2015 avec une présentation en janvier 2016, donc on en est là dans le timing qui est en bas. Nous, on a, dans la zone orange, depuis 2012, commencé bien sûr des évaluations, des travaux en collaboration avec ces organismes, mais il nous reste à faire des choix pour ces alternatives, avec l'objectif que vous voyez sur la partie droite, c'est la réduction des émissions sur l'ensemble des segments concernés. Et là, comment on va s'y prendre? Eh bien, c'est encore pas simple. Et puis, ce temps qui passe, eh bien, on est à mi-2016, et voilà, il va falloir faire des choix quand même à un moment donné. Le glide, très simplement et rapidement, la plupart des fluides qui nous sont proposés sont à faible PRP, sont des mélanges qui sont non azéotropes et à pression constante. Le changement de température est significatif. Le seul fluide qu'on connaisse aujourd'hui qui a un glide, on va dire c'est le 407C pour le conditionnement d'air. Et vous verrez que la plupart des fluides de demain proposés ont des glides qui seront supérieurs au 407C et ça pose un certain nombre de problèmes techniques sur le composant, mais aussi surtout sur le système. Ce qui nous a importé, c'est que la relation entre la façon de mesurer, de qualifier les compresseurs qui est faite au point de rosée aujourd'hui et point moyen pour les fluides à glide, eh bien on a mis une règle pour expliquer les règles de l'art là-dessus. On a regardé les différences d'interprétation des performances entre la façon de mesurer à point de rosée ou au point moyen, et puis on a proposé une méthode de conversion des performances du compresseur jusqu'au point de rosée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se réfère à des standards. Le standard européen, c'est l'EN 12900 pour la mesure des performances ou la déclaration des performances des compresseurs. C'est le seul référentiel existant. Et on fait un travail en parallèle avec l'ARI aux États-Unis, qui est l'ARI 540, et ils sont exactement ils déclarent leurs performances selon exactement la même méthode. Donc ça, c'est important, entre les États-Unis et l'Europe, d'avoir une méthode commune et une harmonisation des vues sur les déclarations de performance. Ça, c'est... Donc référez-vous bien à ça quand on fait des comparatifs de performance de compresseurs. Voilà. Juste un exemple ici, il n'y a pas d'impact sur l'efficacité, sur le COP. Par contre, on peut avoir jusqu'à 5% sur la production frigorifique avec l'effet de glide. Voilà. On a échangé avec les producteurs de fluides depuis un certain temps. On a fait notre 3e réunion début juin. On essaye de faire ce travail, une fois de plus, donc j'ai expliqué, d'harmonisation, d'échange, de partage des visions. Ce qui est clair avec eux, c'est qu'ils nous ont bien dit clairement qu'il ne fallait pas s'attendre à d'autres molécules, et ça nous arrange bien, parce qu'on en a déjà bien assez. Par contre, la créativité pour les mélanges n'a pas de limite. Donc ça, c'est un point important, et on va essayer de calmer un petit peu le jeu de tout ça.
surtout liées à la disponibilité des fluides avec une vision européenne. Voilà. Ils ont reconnu l'intérêt d'une approche par segment. Les propriétés physiques des fluides devront être harmonisées. Ça, on est parvenu à un accord avec eux. On va travailler sur un module interne à Lasercom qui nous sert à mesurer les performances en laboratoire, qu'on partagera et on va essayer d'avoir ces données communes de la part des producteurs de réfrigérants. Voilà. Clarifier les approches installation neuve, installation existante. Il y a un peu de confusion marketing aujourd'hui, ce qui n'arrange pas on va dire, la partie technique. Et puis, voilà, on n'a pas de précision réelle sur les disponibilités de la plupart des molécules qui sont présentées ou proposées. Sans trop en parler, on a de nombreux échanges techniques également avec d'autres organisations. J'ai mentionné l'ARI, l'EPE ou d'autres organisations en Europe. Et on essaye de contribuer du mieux possible pour défendre un petit peu aussi les positions européennes, puisqu'on fait des choses et on est bien impacté par notre F-gaz. Alors le scénario AZERCOM, il prend forme petit à petit. On est donc toujours à mi-2016. Donc on a depuis 2012 fait un certain nombre de recherches et d'évaluations de toutes ces molécules. On a le programme AREP1 qui est sorti en 2014 avec une cinquantaine de propositions. Et puis l'AREP2 début 2016, comme je viens de le dire. Donc ce qui nous importe, nous, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester, soit pour des applications existantes, qu'est-ce qu'on peut proposer dans un horizon intermédiaire peut-être, et qu'est-ce qu'on peut proposer sur du long terme. Les durées de vie moyennes des composants, c'est plus de 15 ans. C'est en moyenne 15 ans, mais c'est beaucoup plus. Et les applications, ça peut être, selon les gros systèmes, ça peut être beaucoup plus. Donc on lance pas des gammes pour quelques années et rechanger dans plusieurs années. Donc là, on essaye de clarifier ça. Le temps passe vite, on a besoin de temps pour nous adapter. Ce qui est important, donc, c'est de prendre en compte tous ces points-là. Les normes et réglementations, alors j'ai dit tout à l'heure, il faut que les technologies soient disponibles. C'est en partie le cas, mais ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on a un autre impact, et j'en parlerai un tout petit peu après, ce sont les réglementations européennes sur les efficacités énergétiques de certains composants. Les normes de réglementation, il faut qu'elles soient en place au niveau européen et puis au niveau national. On a à peine les arrêtés en France sur la gaz, mais on a la EN 378 qui est en phase de révision, notamment pour la manipulation et l'implémentation des A2L. Donc vous voyez qu'on est dans le flou encore à cette époque. Et puis donc la formation, l'approche par segment et cette approche, donc je redis, neuf ou installation existante. Alors on a refait un petit regroupement des groupes de fluides par GWP, je ne vais pas rester trop longtemps sur cet axe. On a les fluides interdits, c'est la partie noire, les groupes 4, et on a 3 groupes avec des fluides en dessous de 150, des fluides intermédiaires jusqu'à 700, 750, et puis un petit peu au-dessus. Donc de tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de regarder, alors c'est un peu compliqué, mais c'est l'équation aujourd'hui. On voit le mécanisme de phase-down au centre. On doit réduire les émissions à l'horizon 2030. Et puis on a des contraintes aujourd'hui de certification liées à des réglementations sur les efficacités des composants, notamment les groupes de condensation qui seront mis sur le marché, qui doivent être à un certain niveau de minimum d'efficacité énergétique. On a un premier stade en juillet 2016, un deuxième stade en 2018, et bien évidemment, il va falloir qu'on fasse des choix de réfrigérants, vous verrez après. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose de neutre au niveau de l'AZERCOM, en fonction des critères de GWP, des fluides utilisés, alors le 134A essentiellement et le 404A pour la réfrigération commerciale, je le mentionne comme ça, mais aussi sur toutes les technologies, que ce soit de l'hermétique, du scroll, des semi-hermétiques ou de l'hermétique accessible. Et on voit qu'on a un petit dénominateur commun sur un ou deux choix de fluides qui se dessinent un petit peu, ce sont les lignes jaunes. Là aussi, pour du froid négatif, mais ils ne sont pas tous là. Des fluides qui pourraient être utilisés à la fois pour le froid négatif et le froid positif, comme le 404A, et c'est un petit peu l'intérêt de cette approche. Donc, on en est là, très simplement, et ça c'est concret, c'est les soumissions de produits pour la certification 2014. On voit qu'on a un certain nombre de fluides qui étaient encore pour 2 tiers 404A, 134A. Et puis vous voyez que sur 2015, plus personne ne propose des certifications avec des fluides, on va dire, qui seront demain plus utilisés. Alors, ceux-ci ne sont pas forcément ceux sur lesquels on travaille à long terme ou à moyen terme. Mais en tout cas, c'est les programmes de certification du moment. Voilà.
Alors comment ça se passe au niveau européen? Très rapidement, il y a les pros du marketing, c'est les régions un peu du Nord, les Scandinaves, qui sont en pointe avec les fluides naturels. Il me reste 2 minutes, je vais aller très vite. Donc les régions aussi, le climat des régions nord qui sont plus favorables à l'usage des fluides haute pression, comme le CO2 par exemple. Sur la partie plus conservatrice, c'est l'Europe centrale, jusqu'à l'Italie, la France, l'Espagne. Bon, l'Allemagne qui a une expérience sur les fluides naturels, puis les chaînes de supermarchés qui ont aussi fait des choix sur un certain nombre de régions pour les fluides à venir. Et puis les suiveurs, donc c'est toute l'Europe centrale qui ont peu d'industrie et qui vont suivre en général les décisions des maisons mères. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu où nous en sommes. Très rapidement, je vais arrêter là, je ne vais pas faire de la publicité de la ZERCOM. La ZERCOM a été créée en 92, quand il y a eu le changement et l'arrêt des CFC. L'intérêt, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable entre nous d'avoir une vision un peu plus large, c'est-à-dire européenne, pour faire des choix. Et c'est ce qui a permis d'avoir aujourd'hui des choix limités, comme le 404A ou le 507, ou le 134A, ou le 407C et le 410 pour le conditionnement d'air. Donc l'idée, c'est d'essayer de continuer dans cette lancée, à avoir qu'un nombre restreint, limiter cette prolifération qui complique la vie non seulement aux industriels, mais aussi à toute la chaîne, aux frigoristes de demain, pour manipuler tous ces flux. Voilà, je vous remercie.